expliquer au maximum. Donc, ça devient un peu intolérable. Alors, je vais commencer, ça n'empêche, pour ceux qui veulent apprendre quelque chose dans ce module. Alors, je vais reprendre donc la partie concernant l'organisation interne du processeur. Et dans cette partie, il faut bien fixer les idées, une fois pour toutes, pour l'ensemble. Donc, vous n'allez pas voir la partie, disons, unité arithmétique et logique, mais plutôt les registres. Hein. On s'intéresse aux registres parce que, j'ai dit, une bonne maîtrise des registres vous permet de bien maîtriser la programmation et de programmer correctement, donc avec le 80-86. Alors, les registres. Je reprends cette notion de registre et il faut distinguer les différents types de registres. Alors, les registres généraux, hein, il y a les registres généraux. Les registres généraux, c'est les registres de travail. C'est les registres qui vont vous permettre de travailler, hein, donc faire des additions, faire des multiplications, faire des soustractions, etc., des opérations arithmétiques et logiques, se feront dans ces registres. D'accord? Une opération arithmétique et logique ne pourra pas se faire dans les autres registres. D'accord? Donc, alors, ces registres, ils ont la particularité d'être des registres à 16 bits. Je peux les exploiter comme étant des registres à 16 bits et je peux aussi les exploiter comme étant des registres à 8 bits. Donc, chaque registre peut être divisé en deux et travailler avec des octets si j'ai des opérations qui se feront sur des octets. D'accord? Donc, voilà leur particularité number one. Donc, ce registre de travail, ils vont me permettre de faire toutes les opérations arithmétiques et logiques dans ces registres-là, pas dans les autres registres, d'accord? Et de deux, donc, ils ont la capacité d'exploiter des opérations sur un octet et des opérations sur 16 octets. Mais seulement, donc, ils font tous des opérations arithmétiques et logiques, mais seulement certains sont spécifiés pour certaines opérations ou bien certaines instructions bien spécifiques. Donc, ils sont utilisés pour certaines opérations bien spécifiques. Alors, le AX, il a déjà la particularité d'être appelé accumulateur. Accumulateur, donc, c'est le registre qui présente une caractéristique quant à la qualité de sa mémoire, hein, donc la qualité de la technologie avec laquelle il a été fait. Il est fait de telle façon que les opérations qui vont se dérouler dans le AX sont rapides. D'accord? Voilà sa particularité. Donc, il est très sollicité dans les opérations quand les autres, plutôt, quand il est libre, c'est lui que j'utiliserai au lieu d'utiliser les autres. Donc, il est plus rapide. Là, c'est sa particularité. Alors, il est aussi utilisé pour certaines opérations. Vous allez le voir, ou certaines instructions. Donc, vous allez le voir pour l'opération de multiplication, pour l'opération de division, il sera sollicité. Pour des opérations aussi de transfert avec les périphes de sortie, puisqu'il est rapide, donc il est utilisé dans les périphes de sortie aussi. Donc, il sera utilisé très souvent et dans des opérations qui nécessitent la rapidité et qui sont donc il est spécifié pour ces opérations. Donc, on aura l'occasion de les voir et de voir, c'est-à-dire son usage. Donc, pour le moment, sachez que c'est un registre de 16 bits dans lequel on fait les opérations arithmétiques et logiques. Il y a le BX. Le BX aussi, je peux faire, si le AX est occupé, je peux faire des opérations arithmétiques et logiques dans le BX. Mais il a aussi la particularité que n'ont pas les autres, c'est d'être utilisé dans un mode d'adressage qui est le mode d'adressage basé. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé comme pointeur. Donc, il va contenir un offset dans certains adressages. Il va être utilisé, donc il va contenir un certain offset. Et grâce à cet offset-là, je vais pointer la mémoire à un certain moment pour récupérer la donnée.
D'accord? Donc, il est utilisé comme le AX pour les opérations arithmétiques et logiques, mais il a les spécificités d'être utilisé dans un mode d'adressage, dit le mode d'adressage basé, d'accord? Et donc, automatiquement, donc, je vais l'utiliser comme pointeur. Il va contenir l'adresse qui va m'aider à récupérer la donnée. D'accord? Le CX, c'est la même chose. Toute opération arithmétique et logique pourra se faire. Bien sûr, donc on va voir, quand j'ai dit par exemple, le AX est spécifié pour la division et la multiplication, je ne vais ni utiliser le BX ni le CX dans la multiplication et la division, c'est le AX qui va être utilisé et le DX aussi. D'accord? Donc, mais pour les autres opérations, il peut faire le transfert, récupérer la donnée, faire certaines opérations simples, addition ou autres, je peux la faire avec le CL. Et il a la particularité, on a mis ici compteur, il a la particularité d'être utilisé dans une instruction, dans l'instruction de saut, de branchement. C'est-à-dire, il va jouer le rôle d'un compteur. On va lui mettre des données, on va le charger par des données, et à chaque, c'est-à-dire en utilisant une certaine opération, une certaine instruction, je dirais plutôt, de branchement, il va être automatiquement décrémenté pour jouer le rôle de compteur. Le DX, c'est aussi un registre général dans lequel on peut faire des transferts, on peut faire, d'accord, mais il est plutôt utilisé, il a aussi sa spécificité d'être utilisé dans des opérations bien particulières. Il va être associé à AX, par exemple, dans l'opération de division et de multiplication. Il va être aussi associé à AX quand on va adresser les périphes, hein, les entrées, les interfaces d'entrée-sortie. Donc, le DX sera sollicité. Donc, voilà, chaque registre va être exploité pour certaines opérations générales, mais pour des opérations particulières, on utilisera certains autres par rapport à certains, c'est-à-dire on utilisera le registre particulièrement par rapport aux autres. Là, donc, c'est ces registres, c'est les registres généraux, les registres de travail. Si vous avez une question, et par la même occasion que je sache si on m'entend, donc vous pouvez poser votre question. Sinon, on continue. Une réponse de votre part? On vous entend, madame. Ok, merci Riyad. Au moins Riyad, il est vigilant. D'accord. Merci Riyad. Donc, pas de questions? Là, pour continuer avec les autres registres, vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant. Ce qui vous perturbe par rapport aux autres registres. Le registre AX, BX, est-ce que vous voyez déjà la différence entre les quatre? Les quatre généraux. Les quatre généraux, oui. Est-ce que vous voyez déjà? Bon, bien sûr, dans un premier temps, quand vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser les instructions et quand vous n'avez pas encore l'habitude de maîtriser toutes les instructions, ça vous paraît un peu complexe. Ça vous paraît déjà le nombre de 14 registres à gérer, vous paraît un peu flou. Hein? Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il fait ou là, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais sachez déjà, dans un premier temps, il y a une différence entre. Hein? Donc, je ne peux pas faire dans les registres généraux ce que je ferai dans les registres CS ou dans le registre pointeur ou autre. Donc, chacun a son rôle. Donc, le rôle, oui. Madame, s'il vous plaît, le registre CX joue le rôle d'une horloge, c'est ça? Pas horloge, ça n'a rien à voir avec une horloge. Par exemple, maintenant, je te donne l'exemple, si tu veux mettre des données sur, par exemple, comme on avait posé l'exercice, mettre un 0 sur son case mémoire. Donc, il va pointer, par exemple, je vais pointer, par exemple, la première et c'est lui qui va me compter si j'ai terminé avec la boucle.
dans une boucle, il sera inséré. Et il va compter, est-ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'insertion de 0 sur l'ensemble des 100 locations mémoire. Donc, il va être le compteur qui va me compter le nombre de fois que j'ai fait la boucle, de mettre un 0 dans la case mémoire qui suit, etc. Si j'ai balayé l'ensemble des 100 cases mémoire. Donc, vous allez le voir, quand on va faire les exemples, vous allez fixer le rôle de chaque registre. Pour le moment, ça paraît un peu flou, ça paraît donc, je vais l'utiliser dans certaines opérations. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va avancer et on va prendre des opérations spécifiques, des opérations qu'on va généralement utiliser. Et à chaque fois que vous allez faire des exercices, vous allez vous exercer, vous allez comprendre que va faire le AX, que va faire le BX, que va faire le CX et que va faire le DX. Et pourquoi je l'appelle horloge? Il va compter, mais pardon, c'est toi qui l'as appelé horloge, c'est un compteur. Donc, il va compter le nombre dans une boucle, il va le compter le nombre de fois que j'ai fait la boucle. Et vous allez le voir à partir d'un exemple. Vous ne pouvez pas comprendre ça d'une façon générale. Là, ce que je le dis d'une façon générale. Mais quand on va faire les exercices, les exemples, et ce que j'ai donné comme exemple la dernière fois, vous allez le voir, on va le corriger juste à la fin, vous allez voir, les choses seront encore plus claires. Mais ça va de soi. Maintenant, sachez le rôle de chaque registre et chaque registre, qu'est-ce qu'il va faire a priori. Mais après, dans les exemples, les choses vont se fixer. Donc, ce qu'il faut, il faut maintenant différencier les généraux des pointeurs. Les généraux, c'est là où je vais faire, disons, mon travail. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle registres de travail. Donc là où je vais faire les opérations arithmétiques et logiques. Mais les pointeurs, c'est autre chose. Les pointeurs, hein, ceux qui vont suivre le SP, le BP, le SI et le DI, c'est des pointeurs qui vont pointer la mémoire. Les pointeurs, ils vont contenir l'offset des différentes mémoires. Donc, on a dit que la mémoire, on l'a segmentée, donc elle est out. Elle est out, ce microprocesseur. Elle est à l'extérieur, la mémoire. D'accord? J'ai accès à la mémoire via un bus qui sort du processeur. D'accord? Un bus, il va à la mémoire. D'accord? Et pour pointer les différentes zones, puisqu'on a dit que la mémoire, je l'ai segmentée. Je l'ai partagée en 4 zones différentes. Chaque zone sera réservée pour des informations spécifiques. La première zone, qui est la zone code, d'accord, où je vais mettre mon programme, le code de mon programme, d'accord, c'est la zone code, c'est le segment de code, d'accord. La deuxième, donc, il peut être pointé, c'est-à-dire qui va me pointer, c'est-à-dire me donner l'offset de la zone avec laquelle je vais travailler dans ces registres. C'est le registre SI et le registre DI. Pour la donnée, hein, dans la zone du segment donné. Dans la zone segment de données, les données seront donc dans la zone mémoire DS. DS sera pointé par SI et DI. Mais par contre, le CS, il sera pointé par le IP. Et je vais vous dire pourquoi on l'a différencié des autres. Donc, c'est le IP qui va pointer la zone mémoire c'est-à-dire qui est relative au code. D'accord? Le IP contiendra toujours l'instruction prochaine qui va être exécutée. Après l'exécution d'une instruction, le IP contient toujours l'adresse prochaine de l'instruction qui va être exécutée. Donc, il va contenir l'offset de la zone mémoire CS, code segment. D'accord? Le SI, le DI, c'est la zone mémoire relative à la donnée.
d'accord? Et la zone mémoire relative à la pile, donc on a parlé de pile à un certain moment. Pour le moment, je parle comme ça, sans donner trop de détails, parce qu'on va la détailler dans un cours bien spécifique à elle, la pile, d'accord? Dites-vous seulement que la pile, c'est une zone mémoire, c'est un segment mémoire réservé qui va m'aider à sauvegarder les données à un moment donné. Et pour pouvoir pointer cette zone mémoire, j'aurai besoin de deux pointeurs. Un pointeur SP qui va jouer le même rôle que le IP dans le CS, c'est-à-dire il va contenir l'adresse ou bien l'offset de l'adresse de la partie CS, d'accord? Il va contenir concernant, c'est-à-dire la valeur, la dernière valeur que je vais mettre dans la pile. Et le BP, il va jouer le même rôle que le SI ou le DI, c'est-à-dire il peut bouger. C'est pas comme le SP ou le IP, il ne peut pas bouger si ce n'est l'instruction qui le fera bouger. Le IP pourra bouger ou bien pourra changer de valeur. Quand je dis bouger, ça veut dire changer de valeur. Le IP et le SP pourront changer de valeur à partir d'une instruction donnée. Donc l'instruction, par exemple, je ne peux pas avoir un chargement immédiat de IP. Je ne peux pas. Par contre, le SI et le DI, le BP, je peux les charger immédiatement. D'accord? Bien sûr, donc là, c'est des registres pointeurs que je peux mettre, dans lesquels je peux mettre l'offset directement. Je peux mettre un offset directement sur ces registres-là. Mais par contre, par exemple, le IP, je n'ai pas le droit de lui mettre directement, immédiatement, une valeur. Mais à partir des instructions, et vous allez voir quelles sont les instructions qui vont nous permettre de changer le IP. D'accord? Donc, j'ai dit, vous avez des pointeurs. Les pointeurs, ils peuvent pointer les différents segments. DI pointe le segment de données. Le IP pointe le segment de code dans la mémoire. Et le BP, le SP pointe le code. Et le BP nous donne n'importe quelle valeur dans cette pile, la zone de la pile, le stack, on appellera stack ici, stack en anglais. D'accord? Alors, donc, on a parlé des différents pointeurs, les a distingués, et il y a donc un autre registre qui peut être divisé en deux parties, basse, c'est-à-dire un octet de la less et du most, de high octet, concernant le registre FR. FR, c'est le registre Flag Register. Il est dit FR, c'est Flag Register. C'est un registre qui existe. Il est de 16 bits. D'accord? Un de vos camarades me dit dans un des exercices qu'il m'a remis, il me dit qu'il n'existe pas. Le Flag Register existe. Le registre d'État existe. Mais sa manipulation, je ne peux pas lui mettre des données directement, immédiatement. Hein? Donc, par exemple, dans un des exercices de votre série, il y avait move FR, une donnée, immédiatement, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez le manipuler et vous pouvez manipuler, disons, les différents flags de ce registre. D'accord? Donc, d'ailleurs, je vous présente le registre à 16 bits et 6 différents flags. Par exemple, dans le premier bit, 0, vous avez le flag carry. Dans le bit 2, vous avez le flag parité. Donc, on ne reviendra pas sur la carry, la parité, l'auxiliaire carry, hein, dans le bit 4. Vous avez le Z dans le bit 6, hein, pour dire que si c'est nul ou pas. Vous avez le bit 7 qui prend le flag du signe. Vous avez le flag 8 qui est trap
qui vous donne la possibilité de faire, donc TRAP, ça veut dire pour réaliser le pas à pas de vos instructions, d'accord? Et puis vous avez le I, c'est pour masquer ou non les interruptions. Donc quand vous avez, parce qu'il y a des interruptions que vous pouvez masquer au niveau de votre microprocesseur. Vous avez le D qui va indiquer la direction de récupération des caractères quand vous aurez à utiliser des chaînes de caractères. Et vous avez le bit 11 qui va vous indiquer s'il y a un dépassement de capacité ou pas. Et donc là, on a vu comment on pouvait vérifier les dépassements de capacité. Selon positif, positif, il faut avoir positif. Si j'ajoute négatif, négatif, il faut que j'ai le négatif. Si j'ai le contraire, il y a un OFO et c'est le O qui se mettra à 1. Là, concernant le registre FR, d'accord? Et vous allez le voir quand je vais vous donner les jeux d'instructions, que je peux avoir des instructions qui vont se jouer avec ces flags de registre. Je peux récupérer ces flags de registre et vous allez voir, et je peux même les modifier dans certains cas via le registre AH. D'accord? Donc, je peux récupérer certaines données via le registre AH et vous allez le voir par la suite dans ce cours. Et bien sûr, les derniers registres, c'est le registre segment. C'est les registres qui vont nous permettre de cerner exactement quelle va être l'adresse physique de ma donnée ou de mon instruction ou de ma donnée qui est dans la pile, donc relativement à ces différents registres. Donc le CS, il est associé au registre segment. C'est lui qui va me permettre de retrouver la valeur effective, physique de ma donnée par rapport à la mémoire, d'accord? Le DS, c'est plutôt le CS, c'est le code, l'instruction. Le DS, la donnée. Le SS, c'est relativement à la donnée que j'ai mis dans la pile, d'accord? Donc, il va me donner l'adresse de la pile. Et le ES va me donner le registre, c'est le registre, on a dit, extra segment, c'est-à-dire le registre de données supplémentaires auquel il va être très sollicité. Je peux utiliser n'importe quelle donnée dans ce registre, il n'y a pas de souci. Donc, comme j'utilise dans le DS, je peux utiliser une donnée dans le ES, mais vous allez le voir, il va être très sollicité pour un certain type d'opération, telles que les opérations de caractère. Pour le moment, vous n'avez pas encore idée. Alors, je vais passer au jeu d'instruction si vous n'avez pas des questions concernant cette partie et les différents registres et la différence entre les différents registres. Madame, s'il vous plaît, madame, la mémoire, elle est à l'extérieur du microprocesseur. À l'extérieur de cette partie. Mais elle est intégrée dans une même puce. Dans une même puce, non. Non. Là, dans la même puce, quand il s'agit de microcontrôleurs. Ah, d'accord. D'accord? Dans le microcontrôleur, c'est ce qui fait la différence entre microcontrôleur et microprocesseur. Mais par exemple, dans votre PC, non. Dans votre PC, le microprocesseur, il est à part et la mémoire est à part. D'accord, merci, madame. D'accord? Donc, dans le microcontrôleur, bien sûr, le microcontrôleur, c'est dans la même puce, vous avez l'ensemble. Mais dans les autres, non. C'est-à-dire dans un PC, non. Le microprocesseur, c'est autre chose. Et la mémoire, c'est autre chose. Mais seulement, un microprocesseur ne peut pas fonctionner sans la mémoire. D'accord? Question? Oui. Le rôle des flags, c'est nous donner, après une opération, qu'est-ce que j'ai présenté, comme il est présenté dans mon slide. Ce que j'ai présenté dans mon slide, c'est seulement les registres. Vous vous rappelez le premier slide où j'ai représenté les registres. J'ai différencié les registres généraux et les registres pointeurs, les autres registres segments et autres, d'accord? Et dans la partie
les registres généraux et les registres index, j'avais mis l'unité arithmétique et logique, vous vous rappelez, avec les couleurs. D'accord? Donc, dans cette unité arithmétique logique, il va y avoir des opérations d'addition, de multiplication ou autres. Lors de l'opération, il y a des indicateurs. À la fin de l'opération, il y a des flags qui vont, donc quand je dis les flags, c'est-à-dire les bits qui vont changer. Dans ce registre, c'est un registre qui va me donner l'état de l'opération qui a été exécutée. La dernière opération qui a été exécutée. D'accord? Donc, si, à la suite d'une opération, par exemple, de soustraction, le résultat est nul, automatiquement, le flag du résultat va se mettre à 1. De Z va se mettre à 1. Le bit 6 va se mettre à 1. Si, lors de la soustraction, il y a eu un dépassement, automatiquement, le flag 11 qui va se mettre à 1. D'accord? De ce registre-là. Si il y a eu une carie auxiliaire, c'est-à-dire une carie entre le quatrième bit et le 5e bit, elle va se mettre à 1. Le bit 4 qui va se mettre à 1. Tu comprends ce que je veux dire? Le registre d'état, il donne l'état de la dernière opération. Chaque bit sera un drapeau. C'est pour ça qu'on l'appelle flag. Flag, c'est drapeau. Il va être indicateur. Il va m'indiquer l'état de l'opération. Je réponds à ta question. D'état, voilà. Les flags sont à l'intérieur du registre d'état. Le registre d'état est formé par ces flags-là. Merci à vous. Des questions? OK. Donc, je continue avec les instructions. Alors, donc, avant de continuer avec les instructions, je vous rappelle, pour ceux qui étaient absents la dernière fois et pour ceux qui n'ont pas aussi bien compris la dernière fois, donc, je vous rappelle les différents types d'adressage. C'est très important. Donc, vous avez, parce que d'un adressage à l'autre, même si j'utilise le même registre, donc si je fais de l'immédiat, d'ailleurs à un certain moment, un de vos camarades m'a dit pourquoi vous faites la même opération d'addition et je vois avec AX et je vois que le code a changé. Le code change parce que dans le code, pour réaliser le code d'une instruction, la notion de mode d'adressage est introduite. Elle a son code par rapport au code, c'est-à-dire pour réaliser le code d'adressage, le code de l'opération, le code d'adressage, le mode d'adressage est intégré dans le code. D'accord? Donc, vous avez par exemple dans l'adressage immédiat ou qui vous permet de mettre directement une valeur dans votre registre. Par exemple, ici, je mets dans AX directement la valeur 21. Alors, puisqu'on y est, donc si je l'écris de cette manière, sachez que 21, elle est en décimale, hein, c'est entre parenthèses, pour vous dire que si vous voulez que la valeur soit en hexa, il faut mettre un H. C'est entre parenthèses, hein. Là, ce n'est pas le but. Donc, je disais, donc là, je vais mettre immédiatement la valeur 21 dans AX, bien sûr, après l'avoir converti. Et donc là, le move AXBX, c'est un adressage registre, parce que l'opération se fait entre registres. Et dites-vous bien, puisqu'on y est, on parle d'adressage registre, il est plus intéressant, par exemple, si le contenu était déjà dans le registre BX, hein, donc, par exemple, si le 21 était déjà dans le registre BX par rapport à une certaine opération, il est plus intéressant de faire des opérations mode d'adressage registre que de faire les autres le mode d'adressage. Pourquoi? Parce que les opérations vont coûter moins cher en temps de calcul. Parce qu'entre registres, ça va plus rapidement que de mettre une donnée, par exemple, de la récupérer à partir d'une adresse. D'accord? Parce que qui dit d'une adresse, c'est-à-dire il va aller vers la mémoire, récupérer la donnée et la mettre donc là, ou bien basée ou autre. Donc,
les opérations entre registres sont plus intéressantes que les autres opérations, ou là, immédiates même, que les autres opérations qui ont affaire à la mémoire, parce qu'on ne perd pas de temps. D'accord? Donc, il faut préconiser dans votre programmation, quand vous aurez à optimiser un programme, d'utiliser plutôt des registres si la possibilité du registre est faisable. Alors, donc là, par exemple, je m'ouvre une donnée dans je transfère la valeur de 21, qui est en décimale, vers la valeur de la case mémoire 300. Ça, c'est du direct. Donc, je vais à la 300 et je mets cette valeur. Là aussi, c'est du direct. Je mets la valeur qui est à 200, je la mets dans BL. Là, c'est de l'indexé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le registre index. Quand je mets move AX, le contenu de SI. Donc, SI va contenir une adresse et donc automatiquement, je vais mettre ce qu'il y a à l'adresse offset qui est prise dans SI. Je vais à SI, je récupère cette adresse et je vais à cette adresse pour récupérer la donnée et la mettre dans AX. C'est de l'indexé. Et on voit aussi, bon, c'est indexé et on voit aussi que c'est pas de l'immédiat. Donc, vous voyez bien qu'il faut aller à la case mémoire. Donc, non seulement je vais à SI, récupérer la donnée pour aller, donc, selon l'offset que j'ai dans SI, aller récupérer la donnée qui se trouve relativement dans cette adresse. Donc, ça, c'est de l'indexé. Il y a le mode indirect par registre ou basé avec déplacement. Il est appelé aussi basé avec déplacement. Dans ce cas de figure, je vais dans BX, je récupère l'offset qui se trouve dans BX, je lui ajoute un 100 pour aller à AL, récupérer la donnée qui est dans AL et la mettre à cette adresse relative. D'accord? Donc, pour la donnée qui est dans AL, où vais-je la mettre? Je vais la mettre à l'adresse mémoire dont le contenu se trouve dans BX auquel j'aurais ajouté un 100. C'est-à-dire, par exemple, BX, si elle a la valeur 0,200 en H, donc je vais à l'adresse mémoire 0,300, puisque j'aurais ajouté à 200 300, de DS, puisque là, rien n'est mentionné, donc c'est automatiquement DS que j'utilise comme donnée, d'accord? Donc, je vais à DS à l'offset 0,300 et je vais lui mettre le contenu de AL. Alors là, au milieu, le mode indirect par registre ou dit basé. Alors, c'est move AL, le contenu de BX. Donc, je vais à BX, je trouve la valeur, par exemple, ce que j'ai dit, 0,200. 0,200 sera l'offset qui va me conduire au DS. Au niveau du DS, je vais récupérer à 0,200, un offset de 0,200 à partir de l'adresse initiale. Je vais à 0,200, je récupère la donnée qui se trouve à 0,200 et je la mets dans AL. Cette écriture, la première écriture, est équivalente à la deuxième. Quand je ne mets rien du tout, automatiquement, je dois aller à DS. J'aurais pu écrire la même écriture AL DS2.BX. C'est-à-dire, ma donnée se trouve dans DS. Ma donnée se trouve dans DS et son offset se trouve dans BX. Move AL ES-BX. Là, par contre, ma donnée ne se trouve pas dans DS. Elle se trouve dans ES. Donc, je vais récupérer la donnée qui se trouve dans ES, dans l'offset et dans BX. Donc, je vais à ES. Le Madame, S, oui. vous m'entendez? Je vous entends. Oui, Madame, l'offset, vous voulez dire, c'est l'adresse? L'adresse, l'offset, c'est le déplacement que je vais faire dans la mémoire. Donc, il faut toujours adosser les termes, sont importants. Quand je dis offset,
Ça veut dire que la mémoire ta DS, elle va commencer par 0000, hein, puisque c'est un segment de 64 kilos. Il va de 00, 4 fois 0 jusqu'à FFF, 4 fois FF, F, d'accord? Donc, je vais me 00, zid là, un offset, un déplacement qui est dans BX. Ok. D'accord? C'est très important, cette notion d'offset. Pour comprendre, il faut comprendre la notion offset et le contenu de la mémoire. Il faut différencier les deux. D'accord? Alors, donc, je disais, selon que je mette rien du tout, ou je mette DS ou je mette ES, je saurai où se trouve ma donnée par rapport au segment de données ou bien l'extra-segment. Là, je move le AL, l'offset qui est dans BP. D'accord? Donc, c'est relativement à BP, Naya basé par rapport à la pile. D'accord? Le BP va contenir l'offset de la pile. D'accord? Le BP, c'est un pointeur qui contiendra l'offset de la pile. Alors, j'ai le mode d'adressage indexé basé avec déplacement. C'est la même chose. Donc ici, j'utiliserai le registre de base, c'est pour ça qu'il est été basé, et j'utiliserai l'indexé, donc c'est le registre index. Là, c'est basé indexé. Avec déplacement, c'est la suivante, puisqu'il y a un déplacement encore qui est ajouté. C'est indexé basé et j'ai ajouté le déplacement 200 que traduit cette opération, traduit que la donnée que je vais charger dans AL va se trouver dans l'adresse qui est l'offset qui est dans BX. Donc, BX va contenir un offset. Dans ce cas, ce n'est pas une donnée, c'est un offset. Le DI va contenir un autre offset, d'accord, que j'ajouterai et je leur ajoute la valeur 200, le déplacement de 200. Donc, l'adresse effective qui va me permettre de récupérer la donnée va être calculée à partir des registres BX, DI plus 200. Et bien sûr, le dernier mode d'adressage, c'est l'implicite. Là, vous avez l'implicite, notre AL. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire un complément A1 de AL. Je vais inverser tous les bits de AL. Notre AL va faire un complément. Donc, c'est implicite. Donc, il n'y a pas de donnée qui va avec l'opérante AL. J'aurais mieux BL. J'aurais pu mettre, d'accord, n'importe quel autre registre, AH ou autre. Mais c'est implicite et chacune va prendre un code spécifique. Il n'y a pas de données avec. Col, étiquette. Là, ça va faire un saut. Quand je vais faire un code étiquette, ça va toucher le IP. Le IP va changer de valeur. La valeur du IP va être la valeur de la prochaine instruction ajoutée au déplacement que j'ai mis ici. Étiquette est un déplacement. On appellera ça label. D'accord? Ce type d'opération, ce type d'adressage, hein, à chaque fois que j'ai un call étiquette ou un jump ou autre, donc là où je fais un saut, un branchement, il est dit adressage relatif parce qu'il y a un déplacement à faire. Le déplacement va être calculé selon ce que je veux faire comme déplacement. Donc, il va être calculé et donc, c'est une valeur qui sera mise ici, juste avec le call ou avec le jump, d'accord, ou avec une autre instruction, return, etc. C'est des sauts et donc, là, c'est relatif comme mode d'adressage. Et donc, à chaque fois qu'on aura peut-être des exemples, on va parler de mode d'adressage pour vous mettre dans la tête directement le type de mode d'adressage et vous familiariser avec cette notion de mode d'adressage. Alors, bien sûr, les modes d'adressage seront liés au jeu d'instructions et donc, on va parler des instructions. S'il n'y a pas de questions sur les modes d'adressage, bien sûr. Pas de questions ou il y a des questions, je peux répondre. Madame, excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez répéter la notion de l'offset? D'offset.
Relativement à cette partie, oui, là, la partie relative. Donc, quand je parle de mode d'adressage relatif, pour le moment, sachez, quand je vais faire un saut, quand je vais faire un call, quand je vais faire un jump ou autre, quand je vais sauter, c'est-à-dire changer d'emplacement, c'est-à-dire quand je ne vais pas à l'instruction suivante, d'accord? Quand il y aura un saut, à chaque fois qu'il y a un saut, c'est des instructions de mode d'adressage relatif. Ça sera un saut à faire. Donc là où il y aura un saut, sachez que ce type de mode d'adressage est dit relatif. Mais bien sûr, vous allez voir par la suite, quand par exemple, là, je le dis d'une façon générale, mais vous allez voir quand je vais parler de sous-programme, quand je vais parler de sous-programme, je vais parler de call, je vais parler de return comme instruction, et là, on va développer exactement encore plus cette notion d'étiquette et comment je vais calculer cette étiquette, etc. D'accord? Mais pour le moment, sachez qu'il existe ce mode d'adressage. C'est un mode d'adressage quand j'ai une condition ou quand j'ai un appel à un autre sous-programme, d'accord? Quand j'aurai donc ce type d'instruction, donc vous aurez, donc c'est le mode d'adressage qui est dit relatif. Mais on aura l'occasion d'en en parler et d'exploiter encore plus et de le comprendre encore plus. Oui, d'autres questions? Questions? Ok. Le débit, mon débit n'est pas fort, il est correct. Je ne vais pas trop vite. Sans gêne, vous pouvez me dire si je vais vite, je ralentis. Si c'est bon, je continue avec le même rythme. Ça va? OK. Alors, je continue. Donc, les instructions, on va passer aux instructions. Alors, sachez que le 84-26 présente 350 instructions. Et bien sûr, on ne va pas tous les utiliser, mais on va utiliser les plus importantes et ce qu'on va utiliser donc, vont être bien exploités et bien maîtrisés. Alors, donc, on va parler et commencer par, bon, déjà, on a dit les types. On va les citer au moins. Il y a des instructions de transfert de données, des instructions relatives aux opérations arithmétiques, des instructions relatives à la notion de logique, d'accord, décalage, etc. Les instructions relatives au saut de programme, hein, dont on vient parler, call, etc. Les instructions relatives aux chaînes de caractères. Donc, on aura à écrire des caractères sur écran, etc. Et comment les gérer, comment écrire ces caractères, d'accord? Des instructions contrôle du processeur qui vont toucher le processeur et comment on va le tester et des instructions d'interruption. Alors, on va commencer par les plus simples et qu'on va utiliser très souvent, les instructions de transfert. Alors, dans les instructions de transfert, vous avez, donc sachez bien ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que vous allez, à partir d'un certain moment, et vous l'avez vu déjà à partir du cours 2, etc., on commence à déjà utiliser move, etc., mais il faut savoir les utiliser. D'accord? Et il faut savoir quand est-ce que je vais adresser la mémoire, qu'est-ce que je fais exactement avec chaque opération. Donc, dans un premier temps, et selon l'intérêt de l'opération, je vais m'attarder ou pas sur les opérations. Je m'explique, par exemple, move, on va s'attarder à un certain moment sur l'opération move parce qu'elle est très importante, vous allez l'utiliser très souvent, etc. Et vous l'avez déjà commencé à utiliser. Donc, on va voir comment on peut transférer, quels sont les types d'opérations que je peux réaliser dans move. Mais par contre, dans la pile, etc., la pile, ça sera un cours spécifique. Je vais dire, par exemple, push va seulement s'intéresser à mettre une donnée dans la pile. Le pop va seulement décrémenter la pile et je ne vais pas détailler dans ce cours. Je la détaillerai dans le cours où j'utiliserai la pile. D'accord? Par exemple, push A va vous donner pour avoir une idée globale sur l'ensemble des opérations. Et puis, l'idée spécifique, ce sera par rapport à un cours spécifique sur les piles ou autres.
Alors, push A, c'est l'ensemble des registres qui seront mis dans la pile. Au lieu de dire push A, push B, push, etc., chacun par exemple, si j'ai utilisé l'ensemble des 4 registres, je les mets dans la pile à un moment donné pour une opération, par exemple, pour une opération d'appel de sous-programme, je les mets dans la pile et puis avec un pop A, je les récupère tous en même temps. Je les mets tous en même temps avec push A et pop A, c'est l'ensemble. L'exchange, ça va faire l'échange entre octets. Donc, si je veux faire l'échange entre AX et BX, je mets exchange AX, BX et il fera l'échange entre 2 registres. Le X-Lite fait la translation d'octets. Là, elle est utilisée dans la conversion c'est-à-dire des données, par exemple, binaires. Donc, la donnée est en binaire dans un registre donné et je peux faire la translation en BCD, en binaire vers le décimal ou le sens inverse. Donc, c'est une opération, c'est l'instruction qui va être utilisée dans ce registre, ce type d'opération. Alors, vous avez les entrées-sorties, là, les opérations d'entrée-sortie qui concernent les périphes, d'accord, les interfaces. Quand j'aurai à utiliser les interfaces pour accéder aux périphes, donc je vais utiliser les transferts. Donc, je vais envoyer une donnée du micro vers l'interface d'entrée-sortie ou récupérer la donnée du micro, de l'interface, du périph', qui va via l'interface arriver vers le micropros. Donc là, je vais utiliser l'opération in et out. In va entrer le mot ou l'octet, c'est pour récupérer la donnée, et out, c'est pour faire sortir la donnée du micro vers le périph'. D'accord? Donc ça va aller vers l'interface et l'interface l'envoie vers le périph'. D'accord? Donc, il y a des opérations relatives à l'adresse. Des fois, il est intéressant directement de mettre la donnée ou l'offset effectif. Par exemple, je mets LEA-BX et je mets, par exemple, une étiquette. Donc, le BX va avoir directement l'offset de l'étiquette. C'est-à-dire l'étiquette, si elle se présente, c'est la première adresse de DS, donc le BX va contenir directement l'offset et non pas le contenu de l'offset. Le LEA, c'est le chargement effectif de l'adresse. Donc, il mettra directement l'adresse du registre. Bien sûr, quand je mets LEA, registre, etc. Donc, et je mets la variable ou l'étiquette et automatiquement, il va récupérer l'adresse de l'étiquette et il va mettre dans le registre en question. LDS, vous vous rappelez, à un certain moment, quand j'ai dit que je ne peux pas faire le move directement de DS et ES. Et on va parler de ça quand je vais exploiter encore plus le move. Donc, j'ai dit que je ne peux mettre dans DS ou dans ES une information, une adresse de 16 bits que si je passe par un des registres AX ou DI ou autre pour mettre dans DS ou dans ES. Alors, cette opération LDS, elle fait 2 opérations en même temps et me permet de charger une valeur dans DS. Je vais vous l'expliquer juste après. Et c'est la même chose pour ES. Elle charge la donnée, une certaine donnée, mais vous allez voir d'où je vais récupérer cette donnée pour la mettre dans ES ou dans DS. Elle ne va pas se faire de la même manière que j'ai fait le move. Donc ici, pour les 3 opérations, c'est des opérations de transfert d'informations vers les registres, mais l'information ne se fera pas par le move. Elle se fera donc relativement par les instructions que voici. Il y a la quatrième tranche. La 4e tranche, elle va se jouer sur les indicateurs. Vous vous rappelez, j'ai dit que vous n'avez pas le droit de mettre une donnée directement sur le FR
le registre flag, mais vous pouvez manipuler les octets du registre flag. D'accord? Donc, en mettant LAHF, transfère les indicateurs donc, de faible, donc un octet de poids faible, hein, d'accord, dans AH. Hein, le lest flag, LF, lest flag, AH dans AH. D'accord? L'octet le plus faible va être transféré dans AH. Ici, c'est le contraire, c'est je vais stocker, pardon, c'est le load, le load, le SF, c'est le stockage. Je vais ranger le AH dans les indicateurs. C'est le contraire, c'est le AH qui va être mis dans le poids le plus faible du registre FR. D'accord? C'est les seules opérations qui peuvent toucher le FR. Alors, vous avez le push HP, donc chargement des indicateurs dans le PI. Et le pop F, il va les décharger. Donc, voilà comment je peux exploiter le FR et quelles sont les instructions qui le touchent. D'accord? Alors, dans ce cas, on va commencer par l'instruction des plus importantes, qui est le move, qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, l'opération move, elle permet de transférer les données, un octet ou un mot. Je répète, le mot, c'est 2 octets. Il y a le double mot qui est égal à 2 mots, qui est 4 octets, etc. Donc, pour ce cas, on parle d'octets ou de mots, selon que j'utilise AX ou AH ou B, c'est-à-dire un octet d'un registre général, pas A simplement, que ce soit BL ou A, B ou la C ou la D, d'accord? Donc, le transfert peut se faire dans n'importe quel registre. Là, par exemple, je donne un exemple où je fais un transfert immédiat dans AX. Donc, dans AX va contenir la valeur 0,100 en exact. Je peux faire là c'est la deuxième instruction, c'est un adressage registre. Le contenu de BX va se mettre dans AX. Donc, vous avez toujours, quand je parle de move, vous avez la destination, hein, la destination, la première opérante, et la source, la deuxième opérante, hein, comme c'est mentionné ici. Donc, là, le move AHCL, je peux faire ce genre de, c'est-à-dire sur un octet, d'accord? Donc, on registre octet, transfert mode d'adressage ici, registre, mais sur un octet, je peux mettre move AX var 1. Quand je dis move AX var 1, alors il faut bien comprendre là, parce que il va y avoir des petites confusions au début. Comment est-ce que var 1 c'est un offset? Est-ce que c'est le contenu? Là, c'est pas de l'immédiat. Var 1, c'est pas une valeur immédiate. Quand je mets var 1, sachez que dans le programme, le var 1 va suivre après la fin, où il y aura var 1 dans le DS, et var 1, ça sera un offset. Donc, quand je mets move AX var 1, c'est le contenu de var 1 qui va se mettre dans AX. Donc, il va y avoir et l'adresse val 1 plus l'adresse val 1 plus 1. Donc, les 2 octets qui sont à l'adresse val 1 vont se mettre dans AX. Et non pas, je ne vais pas mettre dans AX un offset. D'accord? Que ça soit bien clair dès le départ. Quand je mets move val 2, le contenu de AL, je le mets dans val 2. Hein? D'accord? Là, ça veut dire je mets le contenu de AL dans le contenu de l'adresse mémoire val 2. D'accord? Donc, je transfère le contenu de AL vers la case mémoire d'adresse val 2. Et non pas... D'accord? C'est tout à fait logique. Ça, c'est encore plus logique. D'accord? Oui? Allez, il faut bien le comprendre. Oui?
Madame, quand vous dites registre, ça se trouve à l'intérieur d'un microprocesseur et quand vous dites case mémoire, vous voulez dire des mémoires. Voilà, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Val, c'est à l'extérieur. Val, là, c'est quand j'utilise le val ici, je l'utilise dans DS. Puisque je n'ai rien mis à côté de val. Si j'avais mis à côté de val ES, elle va se situer, l'adresse se situe dans le ES. D'accord? Ou val, c'est une adresse. Donc, un clique à X, par exemple, si val dans mon programme se trouve à l'adresse 0200, et comme si j'ai écrit AX entre crochets 0200. C'est-à-dire, je mets dans AX, je mets dans 0200, bon, par exemple ici, je mets dans AX, c'est-à-dire, val 1, je mets dans AX le contenu de 0200 et 0201. D'accord? D'accord? Pas d'accord? Oui, madame, d'accord. Oui. Alors, remarque importante, strictement interdit de manipuler des zones mémoire entre elles. Je ne peux pas faire un move de val 2 dans val 1. Je ne peux pas mettre deux adresses, une adresse, le contenu d'une adresse dans une autre adresse, dans le contenu de notre adresse. D'accord? Là, c'est strictement interdit. Et là, d'ailleurs, pour y remédier, je mets d'abord dans le AL et puis après, je mets le AL dans la deuxième adresse. Donc, je prends le contenu de la première dans AL et après, je mets le contenu de AL dans la deuxième. D'accord? Selon, donc, c'est strictement interdit de faire ce genre de manipulation. Alors là, ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux pas faire un move d'une donnée vers, bon, même pas, donc même s'il y avait une donnée, je ne peux pas la mettre dans DS directement. Je peux mettre le contenu de ES dans AX et puis, pardon, Anaya, j'ai mis une boutade, et puis après, je mets AX, d'accord, dans DS, d'accord. CS n'est jamais utilisé comme registre de destination. Vous ne pouvez jamais récupérer, donc mettre dans CS une donnée. C'est le DOS qui s'en occupe pour le CS. D'accord? Pour le code de segment, c'est le DOS qui s'en occupe. D'accord? Voilà concernant le move. Si vous avez des questions, sinon je passe à la suivante. Pas de questions? J'insiste sur cette notion. AL val 1, c'est le contenu de l'adresse mémoire val 1 qui sera mis dans AX. Et vice-versa aussi, si je mets move val 2 AL, c'est le contenu de AL qui va se mettre à l'adresse mémoire val 2. D'accord? Là, c'est important. Je continue. Load A, load effectif adresse. Vous aurez beaucoup à l'utiliser, surtout. D'accord? Donc, par exemple, là, je mets LEABX, donc load se met toujours, donc il faut toujours un registre relativement à un registre, et donc un offset, donc LEABX tab, tab est une adresse, et donc BX va prendre directement tab. C'est pas comme move. Vous avez vu move? Quand j'avais mis move AX tab, c'est pas la même chose. Je mets le contenu de tab dans AX. Ou là, si j'avais move BX tab, j'aurais mis le contenu de tab dans BX. Mais quand je mets LEA BX tab, c'est comme si je mets move BX l'offset de tab. Vous avez la possibilité, c'est équivalent. Vous avez un offset, c'est une directive qui prend l'offset de l'adresse tab. Donc là, c'est une adresse que vous mettez dans BX et non pas le contenu, hein, comme c'était le cas de move.
Là, c'est très important de différencier les deux. Naya, si je mets move BX table, je mets le contenu de table dans BX. Mais par contre, si je mets mettre l'adresse effective de BX de table, alors ça veut dire que je mets dans BX l'adresse de table, l'offset de table. C'est compris cette histoire, elle est intéressante comme instruction, vous aurez l'occasion de l'utiliser, j'aurai l'occasion aussi de l'utiliser, et donc il faut savoir l'utiliser. Pour l'opération, pour l'instruction LDS et LES, alors ces instructions utilisent un registre et une mémoire, donc quand vous avez LDS, c'est par rapport à un registre et une mémoire, comme par exemple ici, quand vous avez LDS BX et vous mettez une mémoire. Donc, le LDS BX, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la mémoire 4130, il va récupérer les 2 octets pour les mettre dans BX et les 2 octets suivants seront mis dans DS. Vous voyez cette opération comme si vous avez fait une opération relative à BX et vous lui avez mis le contenu de l'adresse de 4130 et vous avez chargé le AX par l'adresse 4132 et vous l'avez mise dans DS. Donc, au lieu de faire 3 opérations, 3 instructions, les 3 instructions vont se résumer en une seule instruction qui est l'instruction BX et la première valeur relative à l'offset qui va se trouver à l'adresse mémoire 4130. D'accord? Alors, donc ici, il va mettre le contenu de l'adresse 4130 en hexa. Hein, ça, c'est des hexas, je n'ai pas mis H. Mais normalement, c'est H. Je n'ai pas mis H. D'accord? C'est de l'hexa pour l'ensemble. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les suivantes pour les mettre. Il récupère les suivantes pour les mettre dans DS. Si je mets LDS, DI, BX, il va récupérer, mais c'est un offset le BX, il va récupérer et le BX, l'offset qui est dans BX, il va aller à l'offset qui est dans BX, récupérer le contenu de cet offset, il le met dans DI, et le suivant dans la partie faible, le suivant dans l'octet fort, et puis il va, mais c'est ES par exemple. Donc si je mets ES, LES, si je mets LES, et donc LES, le suivant, il va les 2 cases suivantes, il va remplir avec le ES, le contenu de ES. On aura à faire un petit exercice dans ce sens pour comprendre exactement que vont faire ces opérations. Alors, les opérations ou les instructions concernant le flag, alors le load, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer ces flags-là qui ont été cités tout à l'heure au début dans l'ordre, le flag 0 étant la carry, le flag 2 étant la paire, le 4 c'est le half carry et le 6 le 0 et le signe, ils vont se mettre dans AH. Si vous voulez stocker, vous pouvez changer ces valeurs en mettant le contenu dans AH dans plutôt l'octet le plus faible, le lest octet du registre flag. Donc, moyennant le SAHF. Voilà concernant les opérations de transfert et ce qui peut nous intéresser dans ces opérations pour le moment. On passera aux opérations arithmétiques et logiques. Bon, arithmétique, pardon, d'abord. Alors, les opérations arithmétiques. Pas de questions d'abord? Est-ce qu'il y a une question?
Question? Concernant le transfert? Ok, je suppose que non. Alors, parlons des opérations arithmétiques. J'insiste toujours, je vais seulement citer, sans rentrer dans les détails. On rentrera dans les détails le moment venu. Donc, il y a l'opération d'addition que vous pouvez déjà manipuler. Donc, add, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire l'addition de 2 octets ou de mots, etc. Il y a l'addition avec retenue qui va être exploitée à un moment donné quand on aura affaire à un double mot ou un triple mot. Ce sera intéressant. Ce sera automatiquement obligé d'utiliser la retenue. Donc, là, avec ADC, là, l'incrémentation, incrémenter, donc A1, il y a un petit décalage de ligne, donc là, c'est l'incrémentation A1, il y a un C, AAA, c'est l'ajustement ASCII, donc là où on aura à faire des changements de code, du binaire vers l'ASCII, il y a des ajustements à faire. Et aussi, il y a des ajustements à faire quand on aura à faire des transferts, des changements de code binaire en décimal. Il y a le DDAA, si on aura utilisé ce mode de translation. Alors, soustraction, ce qui concerne la soustraction, vous avez la soustraction que vous pouvez déjà utiliser sur, c'est simple à utiliser, d'accord, soustraction d'un octet ou d'un mot. Le SVB, donc soustraction sur un octet ou un mot avec retenue, de la même manière pour l'ADC. On verra à un moment donné comment on va l'utiliser. Le décrémentation avec 1. Il y a le neg. Le neg, c'est le complément A1. Mettre négatif, d'accord? Donc, c'est le complément A1, neg. Oui, un mot en négatif. Ah, pardon, c'est le complément A2. Le complément A1, c'est le note. D'accord? Le neg, c'est le complément A2. Donc, vous pouvez utiliser directement neg et vous avez le complément A2. CMP sera très, très utilisé. C'est une comparaison d'octet ou un mot. Donc, par exemple, je mets une valeur dans AX et après, je mets CMP AX à la valeur, à une valeur, par exemple, à 20. Et donc, automatiquement, il va faire AX moins 20. Et il ne va rien mettre dans AX, il ne va pas changer AX. Ce qui nous intéresse dans l'opération compare, c'est le résultat. C'est son résultat qui va affecter les flags. Entre autres, le flag de 0, entre autres, le flag du signe. D'accord? Donc, quand vous faites une comparaison de n'importe quel opérand avec une valeur, donc il y aura la soustraction, donc il y aura une soustraction sans changement de valeur de l'opérande destination. Il n'y aura aucun changement. Par exemple, quand j'ai dit AX, il n'y aura aucun changement de AX. Mais c'est les flags qui seront affectés et c'est très intéressant quand il y aura peut-être à faire des comparaisons à un moment donné pour faire des branchements ou autres. Vous allez voir que cette opération, cette instruction, pardon, sera très sollicitée. Vous allez beaucoup l'utiliser, le CMP. L'ajuste ASCII, donc dans la soustraction, de la même manière quand dans l'addition, on avait des ajustements pour faire lors de la manipulation des ASCII, on va faire des ajustements quand on aura à manipuler la soustraction des ASCII ou l'ajustement lorsqu'on aura à utiliser la différence, la soustraction des valeurs décimales. Multiplication, la partie multiplication, donc multiplication, vous pouvez déjà l'utiliser, mais il faut faire très attention où se fera la multiplication et où se trouvera les résultats. Donc, il y a la multiplication non signée, donc avec des valeurs non signées, et on distinguera la multiplication des mots signés. Et aussi,
il y aura des ajustements à faire si on a à réaliser la multiplication des valeurs ASCII. La division aussi, il faut faire très attention. Là où se fera la division, il y a la division non signée, il y a la division des nombres signés, il y a aussi la division, et il faut ajuster lors de la division des nombres ASCII, il y a la conversion d'un octet en un mot, et il y a la conversion d'un mot en un double mot qu'on aura à utiliser aussi dans les opérations de division le moment venu. Alors, les instructions arithmétiques que vous allez manipuler dès maintenant et les choses qu'il faut savoir a priori pour pouvoir les manipuler, si vous voulez les manipuler avant qu'on puisse les exploiter. Alors, sachez que l'addition, vous pouvez, donc vous avez toujours la destination et vous avez toujours la source. Donc, quand vous faites l'addition de deux opérandes, d'accord? Je rappelle, l'opérande, ça peut être un registre, ça peut être donc une zone mémoire, le contenu d'une zone mémoire ou autre, d'accord? Quand vous faites l'addition, comme pour l'opération move, hein, vous avez vu ce qu'on a fait pour move, donc j'additionne par exemple, dans AX, j'additionne directement une valeur en immédiat, d'accord? Je fais la somme de la valeur immédiate avec AX. Et le résultat sera dans AX. Voilà, opérande 1 égale opérande 1 plus l'opérande 2. Par exemple, AX plus la valeur immédiate. Ou AX, BX. Par exemple, si je fais les deux. D'accord? Si j'ai l'opérande 1, c'est AX, ou l'opérande 2, c'est BX. Donc, je vais mettre AX plus BX et le résultat sera dans AX. Mais, la même chose, comme on a dit pour move. Les mêmes instructions peuvent être utilisées. C'est-à-dire, je peux mettre addition à X avec le contenu d'une mémoire. Mais, je ne peux pas faire l'addition d'une mémoire avec une mémoire. La même chose que pour move. D'accord? Donc, faites très attention concernant l'addition. La soustraction, c'est la même chose. C'est les mêmes directives comme move. D'accord? L'opérande 1, c'est elle qui va recevoir la différence des deux. D'accord? Et je ne peux pas faire la différence de le contenu de deux zones mémoire. Mais je dois passer par un registre dans ce cas de figure. Multiplication. Alors, c'est pour ça j'ai dit attention. Donc, pour la multiplication non signée, donc pour le moment, autant utiliser la non signée. Donc, pour la non signée, multiplication de l'opérande, où l'opérande est un registre ou une case mémoire. Alors, AX, quand je vais mettre par exemple multiplie l'opérande 1, l'opérande 2, donc le AX, donc l'opération va, d'abord je suis obligé de mettre d'abord dans le AL la première opérande, donc l'opérande est un registre ou une case mémoire, donc l'opérande qui sera la deuxième opérande. Donc, vous allez utiliser, mul directement l'opérande. À la SS, vous avez mis déjà dans AL la première opérande. D'accord? Mul, j'ai deux opérandes comme j'avais l'opérande 1 et l'opérande 2. Mul directement la valeur, donc l'opérande peut être un registre. Si je mets par exemple mul BX, ça veut dire que ce que je vais multiplier dans AL sera multiplié avec le contenu, donc mul BL. Si je mets mul BL, c'est-à-dire le AL va être multiplié avec BL. Mais si je mets mul BX, c'est le AX, c'est-à-dire la valeur doit être la première dans AX, et je vais la multiplier avec BX. Et le contenu sera dans BX et dans AX. AX va contenir le plus faible et le BX le plus fort. D'accord? C'est différent que pour l'addition, la soustraction. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début, certains registres seront utilisés pour des opérations spécifiques.
Et là, on voit le registre AX qui est utilisé pour l'opération de multiplication. Si j'ai une multiplication sur un octet, je mets la première valeur à multiplier dans AN et la seconde valeur, je la mets mul la seconde valeur. Qu'elle soit immédiate, je mets la valeur immédiate. Qu'elle soit registre, je mets la registre. Qu'elle soit une case mémoire, je mets la case mémoire qui est l'opérand. D'accord? Si, par contre, je veux multiplier un mot, donc le premier mot, ce doit être dans AX, ou bien même si j'ai un octet et le deuxième, c'est 2 octets, je suis obligé de mettre l'octet sur AX et la deuxième opérande sera sur 2 octets. La multiplication, dans ce cas, le résultat de la multiplication va être dans AX et DX. Et vous voyez ici, ça ne sera pas ailleurs, ça ne sera ni dans BX ni dans CX. Ça sera dans AX et DX. Donc, le DX et le AX sont réservés dans ce cas de figure pour la multiplication. Et la même chose pour la division. Pour la division aussi, donc le contenu, donc le dividende doit être dans AX, c'est-à-dire la valeur à diviser sera dans AX. Le diviseur, c'est lui l'opérande. S'il est sur un octet, le AL va contenir la valeur du quotient et le AH va contenir la valeur du reste. Si par contre, j'ai à faire une division sur 2 octets, donc le dividende doit être dans des X AX. Le AX, je lui mets la valeur la plus faible du dividende et le DX, je lui mets la valeur la plus haute. Et je fais l'opérande, je mentionne mon opérande. Dans ce cas, le AX contiendra le quotient et le DX le reste. Bien sûr, on a mentionné les autres instructions ADC qui va faire l'addition avec retenue, le SBB soustraction avec retenue, incrémente, c'est l'incrémentation d'une unité, décrémentation d'une unité, émule va être utilisé pour les valeurs signées, le IDIV va être utilisé pour la division des nombres signés. Bien sûr que ce soit émule ou IDIV, on aura à les développer ailleurs quand on aura à utiliser les multiplications et dans des chapitres à part. D'accord? Alors, question pour cette partie des opérations arithmétiques. Donc, c'est très important, il faut toujours laisser de côté jusqu'à ce que vous ayez l'habitude de les manipuler. Ce que je viens de vous résumer ici, que ce soit pour MOVE, que ce soit pour l'instruction d'arithmétique addition ou soustraction ou multiplication, c'est très important la multiplication-division dans la mesure que vous sachiez quels sont les registres qui vont être utilisés et comment vous allez les utiliser. Question? On m'entend? Oui, madame. Non, pas de Voilà. تبالي صراحتكم مع رمضان. Bon, je vous laisse 5 minutes pour respirer et si vous avez des questions concernant cette partie, vous l'enregistrez, d'accord? خليها لكم devant vous, هكذا vous puissiez essayer de revoir à tête reposée. 5 minutes, juste 5 minutes et on reprend, d'accord? Pour souffler un petit peu. Ok. Ok.
Bon, on reprend. Donc, si vous avez des questions concernant ce qu'on a dit jusque-là, même par rapport à ce que je veux dire dès le départ, il n'y a pas de souci, je peux revenir. Mais sinon, je continue. S'il n'y a pas de questions, ok, vous pouvez même écrire pour ceux qui ne peuvent pas le dire directement. Je ne sais pas. Je continue. Alors, donc, on a terminé avec les instructions relatives aux opérations, aux instructions arithmétiques, et on passera aux instructions logiques. Alors, les instructions logiques, vous avez les instructions logiques, quelques notes, qui réalisent tout simplement le complément 1, le AND logique, le OR logique, le XOR, donc le O exclusif, et le test. Alors, le test, peut-être dans certains cas, peut-être vous pouvez l'exploiter, c'est la même chose que le AND, sauf le AND. Quand vous faites le AND, par exemple, le AL avec une valeur 0,0, donc il fait le AND logique bit par bit et il le met dans AL. Mais par contre, test AL, par exemple 0,0, non. Il fait le AND logique. Bien sûr, ces opérations affectent les flags, et c'est les flags que je vais exploiter. Donc, sans faire de transfert du résultat vers le AL. D'accord? Donc, le test fait l'opération logique, mais n'affecte pas, donc il affecte les indicateurs, mais n'affecte pas le résultat. D'accord? Le résultat n'est pas mis dans l'opérande destination, comme d'habitude. D'accord? Le décalage, il y a plusieurs types de décalage, des décalages logiques, des décalages arithmétiques, qui soient à droite ou à gauche, ou bien des rotations qu'on peut réaliser. Pardon, donc là, toujours décalage arithmétique et logique, d'abord, donc à droite et à gauche, que ce soit logique ou arithmétique, et les rotations sont à part avec roll, roll, etc. Toujours à droite et à gauche, on peut les voir rapidement dans ce qui suit. Donc, on a dit à gauche l'opération 1, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, l'opérande qui va faire, donc l'opérande 1 et l'opérande 2, vous devriez toujours mettre vos opérandes. Donc, l'opérande 1 qui va recevoir l'opérande 1 que le est logique de l'opérande 2. Donc, bit par bit, on va faire le est logique et puis ça va être dans l'opérande 1, d'accord? Donc, par exemple, l'opérande 1, par exemple, étant AL, l'opérande 2 étant BL, d'accord? Si je mets AND AL BL, donc ce qui est contenu dans AL va être avec un est logique, avec celui de BL, et j'aurai le est logique bit par bit, d'accord? Et le résultat sera dans AL, comme c'est mentionné ici. La même chose pour le OU, opérande 1, opérande 2, etc. Le NOT, il fait le complément A1 et le NEG fait le complément A2. On l'avait déjà cité auparavant, le NEG, c'est le complément A2. Le test, attention, j'ai dit, le test ne touche pas l'opérande 1, mais il touche seulement les flags. Les rotations et les décalages et rotations. Donc, le décalage logique à droite, donc si vous avez la donnée que voici, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, donc si je fais à droite le bit étant 1 en rouge, donc automatiquement, il va aller vers la carie et vers la droite, il y aura plutôt vers la droite, à droite. Donc, j'aurai le bit 1 qui était rouge ici, qui va se mettre dans la carie, et à gauche, j'aurai un 0 qui va rentrer. D'accord? Le décalage à gauche, c'est le most, c'est-à-dire le MS bit qui va se mettre dans la carie. Et le less qui va recevoir un 0. D'accord? Le décalage arithmétique, il est réservé pour la même valeur que j'ai tout à l'heure. D'accord? Alors, l'arithmétique, il est utilisé pour les valeurs signées. Donc, quand je fais à droite
Donc, la dernière valeur va se mettre dans la carré, mais la première valeur ne va pas être un 0 comme c'était le cas dans le logique. Je vais maintenir le signe. Le bit signe sera maintenu. Et c'est les autres bits qui vont faire le décalage. Donc, je décale en maintenant le bit signe. Il y aura décalage avec la maintenance du bit signe. D'accord? Donc, pour là, concernant le décalage arithmétique à droite, celui du décalage arithmétique à gauche, c'est la même chose que le logique à gauche. J'aurai le même résultat. La rotation à droite. Alors, la rotation à droite, pour la même valeur que j'ai, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Qu'est-ce que je fais? Quand je décale, rotate, le bit 1, le laisse, il va se mettre dans la carré et en même temps, il va être le most. Donc, il y a une rotation carrément en mettant sur la carré. D'accord? Le contraire, c'est-à-dire le left, il va se mettre dans la carré, le MS bit va se mettre dans la carré et en même temps, il va être introduit comme étant le less. Là, c'est dans la rotation. Donc, il y a toute une rotation de l'ensemble des bits. Et puis, donc, concernant la rotation à droite avec passage par la carré, alors tout dépend de ce qu'il y avait dans la carré. Donc, quand je fais ce genre d'opération RCR, c'est-à-dire je tiens compte de la carré, tout dépend de la valeur de la carré à l'opération précédente. Si, par exemple, la carré était en 1, alors automatiquement, cette carré va venir ici et le contenu de la carré va se mettre, se met dans la carré, la nouvelle valeur, le last bit va se mettre dans la carré. Là, c'est selon ce qu'il y avait dans la carré. Donc, s'il y avait un 0, c'est les 0 qui va s'introduire et s'il y a ici le 1 qui va se mettre dans la carré. Et dans le cas inverse, c'est par rapport au most. Donc, ce qu'il y avait dans la carré par rapport à l'opération précédente va se mettre dans le less et ce qui va se mettre dans la carré, c'est le MSB, byte, d'accord, qui va se mettre dans la carré. Voilà concernant les opérations de décalage arithmétique et logique et les rotations avec carré ou sans carré. C'est simple. Normalement, il n'y a pas de souci pour ce genre d'opération. Les instructions de saut de programme. Alors, les opérations de saut de programme, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 types d'opérations. Il y a les branchements dits inconditionnels, c'est-à-dire sans condition. Il n'y a pas une condition par rapport au flag ou par rapport à une comparaison ou autre. Là, c'est sans condition. Je mets carrément, je suis en pleine instruction l'une après l'autre. Il n'y a rien qui me dérange concernant le changer de position du IP. Et je trouve un call. Un call, c'est un appel sous programme, c'est-à-dire aller vers une routine spécifique. Et là, c'est un saut, c'est-à-dire là, l'instruction était à ce niveau, donc le compteur va se mettre à l'instruction suivante, et puis quand je vois le call, et plutôt le microprocesseur comprend que c'est une opération de call selon son code, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur de ce qu'il y a dans le IP et il va la changer. Il va la changer par rapport à l'étiquette qui va suivre le call. L'étiquette qui va suivre le call, elle va lui indiquer le déplacement à faire pour récupérer l'adresse du sous-programme à traiter. Le return, là, c'est une instruction qui va se trouver dans le sous-programme qui va lui demander de revenir, donc toujours changer son IP de telle façon qu'il puisse continuer son programme principal, le return. Donc, le return va être une indication donc, de saut, donc il va faire le return. Par contre, le return c'est-à-dire n'a pas d'étiquette. Donc, c'est une opération
qui est implicite et non pas relative, parce qu'elle ne présentera pas une étiquette. Vous allez le voir au moment donné. Donc, quand il décodera que c'est return, il va récupérer automatiquement les données qui sont dans la pile, qui sont entre autres la valeur de son IP, là où il a laissé, qui est le pointeur de code, pour vous dire. Et donc, il va récupérer son pointeur de code pour continuer son programme. Il y a le jump. Le jump, par contre, il doit avoir un label. Donc, c'est un saut inconditionnel. Donc, je suis en train d'aider et puis, ce n'est pas un appel de programme, c'est rien du tout. Je lui demande de faire un saut. Donc, là, le IP va changer aussi. Donc, quand je mets un jump, je mets un label. Donc, je lui indique la valeur A, c'est-à-dire la valeur de son déplacement de son IP. Alors, les branchements conditionnels, par contre, il y a des branchements conditionnels, c'est-à-dire, je vais faire d'abord, avant ces branchements, il y a des opérations qui vont être faites, des opérations de soustraction, des opérations une opération qui affecte les flags. Et donc, automatiquement, selon, par exemple, c'est égal ou différent de 0, le résultat est égal ou différent de 0, inférieur ou supérieur, je vais me brancher par rapport à une étiquette, un label, un déplacement que je vais utiliser. Il y a des branchements conditionnels arithmétiques pour l'arithmétique signée, parce que selon que je suis en arithmétique signée ou non signée, c'est-à-dire j'utilise des mots qui sont relatifs, c'est-à-dire positifs et négatifs, ou des mots seulement positifs, j'aurai des branchements conditionnels qui seront différents. Parce que donc la valeur sera différente du test. Et on va le développer lors de l'exploitation ou lors on va vous expliquer comment on va faire ces branchements. Donc, il y a les branchements selon le test des flags. Je vais tester les flags. J'ai différents flags. Le flag d'overflow, j'ai le flag de la parité, j'ai le flag du 0, j'ai le flag, donc tous ces flags-là, du signe, vont me permettre, selon ce test-là, de faire un saut. Donc, selon le flag, je peux faire mon saut. Donc, selon la carie, selon le Z, c'est-à-dire le flag Z, selon le flag overflow, selon le flag signe, etc. Et j'ai aussi des boucles. Quand je vais faire les boucles, je vais faire aussi des sauts. Et qui dit saut toujours, dans toute cette histoire de saut, qui dit saut dit changement de IP. Tout ça va faire changer votre IP. C'est la façon de faire changer un IP. Bien sûr aussi, les interruptions. Quand on va utiliser les interruptions, il va y avoir des sauts de votre programme et donc automatiquement le changement de IP. Donc, toutes ces instructions vont affecter votre IP lors d'un déplacement des instructions. Donc, je vais changer l'ordre chronologique de votre IP. Il va changer. Ce n'est pas l'ordre séquentiel qu'il avait. Donc, je lui ferai changer de valeur. Donc, rapidement, on va voir à peu près quelques petites instructions que vous aurez déjà à manipuler. C'est que vous allez les manipuler d'une façon ou d'une autre, déjà dans cette phase de votre état d'avancement de votre cours, mais peut-être pas bien dans un premier temps, mais après, ça va être simple à utiliser. Alors, par exemple, on vous donne un exemple où je fais un branchement inconditionnel, sans aucune condition. Par exemple, je mets dans AX une valeur, donc j'incrémente AX, incrémentation, donc c'est implicite comme mode d'adressage. Je vous ai dit, à chaque fois que j'aurai des petits exemples, je vous parle des modes d'adressage en même temps. Décrémente BX, toujours implicite, et là, jump label, là, c'est un label, c'est là, donc il va faire le saut en incrémente AX.
D'accord? Et il décrémente Bx, et il incrémente Ax, et il décrémente Bx. D'accord? Sans arrêt. Hein? Donc là, il ne va pas s'arrêter. À chaque fois, il va aller donc d'une façon infinie. Donc Ax qui va être incrémenté, Bx qui va être décrémenté. Dans ce programme-là, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Alors, donc là, on vous écrit par exemple si mon IP est à 100, donc ça va mettre 100, donc la première instruction implicite qu'elle est 40, la deuxième instruction BP, 4B, d'accord, décrémente 4B, hein, le code d'instruction, et le jump étiquette. Donc l'étiquette, bien sûr, c'est qu'il va faire un saut. Il va faire le saut de quoi? Le IP ici, il va pointer, on a dit toujours, le IP pointe toujours l'instruction suivante. Quand il va faire le jump, le IP va pointer l'instruction qui se trouve à 104. D'accord? Donc, on va lui dire de changer le IP. Il va aller de 104, il va aller à l'adresse 100. Le IP va prendre la valeur 100. Au début, il était à 100. Maintenant, juste après cette instruction, il va se pointer à 104. Donc, là, il va faire un déplacement de la valeur 104 vers la valeur 100. Donc, tout déplacement avant, c'est avec des valeurs négatives. Tout déplacement après, si c'était un déplacement vers le bas, c'est des valeurs positives. Le déplacement étant de 4, donc ça sera moins 4 négatif. La traduction de moins 4 négatif vous donne la valeur de FC. Donc, vous faites le complément à 2 de moins 4, vous trouverez le FC. C'est la raison pour laquelle votre code instruction ici, ça sera EBFC. Donc, automatiquement, il va trouver son déplacement ici et il saura, il était à 104, le IP, il saura qu'il doit se mettre à la valeur 100. D'accord? Compris cette histoire? Très bien. Madame. Ça, le 8 vraiment pas dodo. Mais allez, je continue. Bon, je disais, donc il n'est pas... tu es un peu endormi, Ria. Là? Ah, je suis... Voilà, je suis dodo. لا لا Je vais essayer de faire un effort et de suivre, et c'est la même chose pour les autres. Je comprends la fatigue, la Ramadan, etc. Mais il faut faire l'effort d'avancer parce que sinon, on n'arrivera pas à boucler ce module si on n'avance pas. Alors, je disais, donc toujours dans les branchements, il y a aussi les branchements conditionnels. Donc, les branchements conditionnels, donc relatifs, par exemple ici, jump if 0. Donc, faire le saut si le flag Z est égal à 1. Quand je mets JZ, si j'ai le résultat, par exemple, d'une comparaison, j'ai fait une comparaison et le résultat est nul et je veux qu'il fasse un saut si c'est nul, alors j'utilise le JZ, label JZ label, hein, parce que les instructions de saut, c'est des J et la condition. JZ, par exemple, JNZ, non nul, d'accord, JE, donc équal, et puis vous mettez le label. Le label, c'est l'étiquette qui va indiquer le déplacement. Donc, vous avez selon qu'il soit nul, selon qu'il soit non nul, selon que vous avez égal tani, hein, G équal, ça veut dire que le ZF égale à 1. Si c'est égal, ça veut dire que le ZF égale à 1. C'est une façon de dire JZ aussi. D'accord? Non équal, c'est la même chose. Donc, selon la carie, qu'elle soit égale à 1 ou non égale à 1, selon que je suis, le bit signe est égal à 1 ou non égal à 1 aussi. Et le overflow, s'il est égal à 1, non égal à 1, selon la parité, etc. Donc, vous voyez que c'est des sauts conditionnés par le flag, selon que le flag soit à 1 ou non. Alors, j'ai dit, par exemple, là, un petit exemple. Et dans cet exemple, on parle de ces
CMP. CMP, c'est très important, ça va comparer. Je répète, vous allez l'utiliser, c'est une opération que vous allez utiliser souvent. Mais, petite remarque, a priori, donc quand vous faites comparer la première opérande et la deuxième opérande, par exemple, je compare AL, hein, par exemple ici, je compare AL, valeur F9. Je mets dans AL la valeur F9, je mets dans BL la valeur 3 et je compare AL à la valeur 3. C'est-à-dire, je vais comparer F9 à 3. Et bien sûr, là, il faut faire attention, une petite remarque, c'est pour ça que j'ai mis à côté. Donc, si vous êtes dans les signés ou non signés, parce que imaginez que c'était non signé. Non signé, donc ça va, donc la comparaison vous donne que quoi AL, donc moins BL, vous donne quelque chose de positif, d'accord? Mon nul positif. Et par contre, donc, et puis, AL est supérieur. Donc, si j'utilise jump si c'est supérieur, d'accord? Jump si c'est inférieur. Donc, signé, non signé, donc non signé, j'utilise JA ou la JB, d'accord? Et si c'était signé, ça aurait été différent. Ça aurait été différent donc du fait au quoi F6 n'est pas positif et négatif parce que F9 est négatif. Si F9, elle est plus petite que le 0,3, d'accord? Et par contre, dans le non signé, le F9 est supérieur à 0,3. Donc, selon qu'elle soit, je suis dans le cas d'insigné ou non signé, les résultats vont être différents de la comparaison. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, pour lui distinguer que je suis en signé ou non signé, c'est-à-dire les sauts seront différents. Hein? J'utiliserai dans le cas du signé, j'utiliserai JG et JL, et dans le cas du non signé, j'utiliserai JA et JB. Donc, il saura automatiquement si je suis dans un cas du signé ou non signé. Compris cette histoire? D'accord? Donc, je répète, pour la comparaison, il faut faire très attention. Si vous êtes dans un cas, vous allez dans un cas de non signé, donc non signé ou signé. Selon le cas, vous allez utiliser le supérieur ou inférieur différemment en termes de code. Jump G ou bien Jump A, ou la Jump L ou la Jump P, selon que vous êtes en mode signé ou non signé. Alors, on continue, donc toujours avec les branchements, j'ai dit, on utilise le call. Le call aussi, c'est un branchement non conditionnel, mais le call utilise, donc c'est un branchement, donc c'est un mode d'adressage qui est relatif, parce que il va contenir l'adresse où doit aller votre programme. Et donc, automatiquement, il va avoir le déplacement. Le déplacement va se calculer, d'accord? Dans ce cas de figure, va se calculer directement. Donc, après le halt, j'ai l'adresse relative au programme de ma subroutine, de ma routine qui va se réaliser. Et donc, il va automatiquement, le IP va changer de valeur. Il va contenir la valeur de l'opération ADD-AL auquel il aura donc il y aura une différence entre les deux, la différence entre cette adresse et l'adresse qui se trouve à ADD-ALBN. Donc, il va faire la différence et INIS sera donc l'offset qui va lui permettre de retrouver la première instruction qui va pointer pour faire son programme. Et à la fin du programme, vous avez le return. Le return va lui permettre de récupérer l'adresse du IP et c'est l'adresse qui a été mise dans la pile parce que le call va faire certaines opérations et l'opération que va faire le call, quand il va le décoder, le microprocesseur, il va mettre entre autres la valeur de l'IP qui
de l'adresse ADDAL, il va la mettre dans la pile. Alors, quand il va retrouver le return, il va réaliser l'instruction qui va faire le pop de la valeur du IP qui était dans la pile. Et donc, automatiquement, il va pointer le ADD à LDL. D'accord? Donc, voilà les différents branchements que va utiliser le processeur. Et donc, je n'ai pas parlé, bien sûr, de l'interruption pour ne pas encore vous mettre en confusion. Quand on va parler des interruptions, on parlera aussi de la même façon que le call. L'interruption va jouer sur le changement du IP. Alors, bon, l'instruction boucle, elle est aussi très importante et très intéressante à exploiter à cette phase de votre état d'avancement du cours. L'instruction loop, qu'est-ce qu'elle utilise, cette instruction? On vous a dit dès le départ, et aujourd'hui entre autres, que le CX va contenir une valeur et il va jouer le rôle de compteur. Et donc, le loop label va vous donner la possibilité donc de décrémenter. Donc, le loop, on met dans CX au départ de notre programme, on met dans CX une certaine valeur et l'instruction loop va répéter une boucle jusqu'à ce que ce CX soit égal à 0. Donc, le CX va être utilisé dans l'instruction boucle. De la même manière que vous utilisez for i allant de 0 jusqu'à 10, par exemple, et faire la boucle. Là, qu'est-ce qu'on fait? On met dans CX la valeur 10, d'accord? Et puis, on va boucler jusqu'à ce que, donc à chaque fois que je trouve loop, c'est comme je trouve end dans le for i égale à de 1 jusqu'à 10. Donc, de la même manière, donc je décrémente, à chaque fois que j'ai la fin de la boucle, il y a le end. Alors, donc, je décrémente jusqu'à ce que j'ai le 10. Et je termine avec le 10, ici aussi. Donc, je décrémente CX à chaque fois qu'il trouve le loop. Il décrémente CX, il décrémente jusqu'à ce que le CX soit nul. Et donc, là, quand le CX est nul, je passe, après le loop, je passe à l'instruction qui suit. Et donc, j'ai terminé avec la boucle. Donc, c'est la notion de boucle qui est utilisée, que le CX va être exploité dans cette notion de boucle. Donc, automatiquement, vous mettez dans CX votre compteur, le nombre de fois que vous voulez que votre boucle soit faite, et moyennant le loop, donc vous allez réaliser cette instruction. Alors là, je ne détaillerai pas du tout ce tableau, c'est le tableau relatif aux chaînes d'instruction. On aura à utiliser tout un chapitre là-dessus, et donc automatiquement, dans ce chapitre-là, je vais vous parler de ces différentes instructions donc concernant les caractères et les chaînes de caractères et comment je peux transférer toute une chaîne de caractères, faire un déplacement d'une chaîne de caractères, comment je peux changer, plutôt faire le transfert d'un segment vers un autre segment, faire la comparaison de chaînes de caractères. Donc, tout ça va être utilisé, donc le balayage de chaînes de caractères pour chercher un caractère donné ou un mot donné ou une phrase donnée. D'accord? Donc, tout ça se fera dans le paragraphe chaîne de caractères. Les instructions de commande du processeur. Alors, les instructions donc, sont relatives aux flags. D'abord, les indicateurs. Donc, je peux utiliser les instructions relativement aux flags. Et donc, vous avez, dans ce cas de figure, vous voyez que vous avez le mettre à 1 la retenue. Donc, je peux forcer la retenue à 1, je peux la mettre à 0. Je peux complémenter la retenue, quelle que soit la valeur, je la complémente. Je peux mettre à 1 le flag de direction, je peux le mettre à 0, ce flag de direction.
je peux mettre une interruption, c'est-à-dire autorisation d'une interruption, parce que le processeur, il a des broches qui permettent l'entrée des interruptions. Donc, ces interruptions, certaines interruptions sont masquables et d'autres pas. Et ceux qui sont masquables, je peux donc les masquer ou autoriser l'interruption. Alors, la partie synchronisation, donc par rapport au coprocesseur et par rapport à l'utilisation de registres. Donc, le HLT, vous aurez souvent à l'utiliser. Alors, le HLT, qu'est-ce qu'il utilise? Cette instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maintient le processeur dans un état d'attente d'un reset ou d'une interruption externe. D'accord? Le white, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il met le CPU en état d'attente tant que la ligne ou la broche, parce que le processeur, il a une broche qui s'appelle broche test. Alors, tant que cette broche test n'est pas active, donc le CPU met en état d'attente tant que sa ligne ou sa broche test n'est pas active. D'accord? Il y a une broche qui est la broche test. Donc, tant que cette broche n'est pas active, donc il se met en état d'attente. En effet, toutes les 5 périodes d'horloge du CPU, il vérifie est-ce que cette entrée est active ou non. Si elle est active, le processus exécute l'instruction suivante, sinon il attend. D'accord? Donc, selon cette broche, le processeur, donc, il se mettra en mode d'attente où il réalise l'instruction suivante. ESC, l'instruction escape, fournit un mécanisme par lequel les coprocesseurs peuvent recevoir leur instruction à partir de la suite d'instructions du 80-86. D'accord? Vous avez le lock. Le lock, elle est utilisée dans les systèmes multiprocesseurs. En effet, elle permet le verrouillage du bus vis-à-vis des autres coprocesseurs. Vous aurez plutôt à utiliser aussi l'instruction NOP. Le CPU ne fait rien. On peut s'en servir pour créer des temporisations. Vous allez voir, quand on va utiliser les interfaces d'entrée-sortie, le NOP aura son importance, et c'est-à-dire sans sortir de la partie UAL, il peut réaliser une temporisation. Il attend un délai. Donc, vous faites un délai moyennant l'opération NOP, sachant le nombre de cycles qu'elle prend, etc. Vous pouvez utiliser cette opération pour faire un délai. Alors, je vous donne quelques minutes et on passe à l'exercice, où là, on va faire l'exercice et je vous donnerai quelques minutes. Alors, dans l'exercice qu'on avait donné la dernière fois, où on vous demandait de faire un organigramme pour calculer la moyenne des 100 valeurs d'un vecteur de x1 jusqu'à x100. Alors, donc, sachez, pour ceux qui n'ont pas fait de l'algorithmique, qu'il faut toujours, pour un programme, il faut toujours commencer par un organigramme. L'organigramme, c'est lui qui va définir votre logique. Et c'est par rapport à votre logique que vous allez réaliser votre programme. Le programme que je viens c'est-à-dire l'organigramme que je viens de faire pour faire l'addition et la moyenne des 100 valeurs d'un vecteur, c'est un organigramme qui est valable pour toutes c'est-à-dire tout genre de programmes, ou plutôt de logiciels, d'accord? Donc, pas nécessairement pour l'assembleur. Donc, ça peut être pour le C, pour MATLAB, pour n'importe quoi, c'est valable. Et c'est par rapport à votre logiciel que vous allez l'implémenter, vous allez l'adapter. Je peux réaliser avec ça un programme MATLAB, je peux réaliser avec ça un programme l'assembleur, mais l'assembleur sera adapté et le MATLAB sera adapté. Donc, je saurai, mais la logique restera toujours la même.
Alors ici, vous avez la lecture. Donc, je vais d'abord lire ces données. Donc, normalement, ces données dans l'assembleur sont quelque part dans une mémoire. D'accord? Donc, ils sont dans la partie, je les mettrai automatiquement dans ils sont dans la partie des données. D'accord? Donc, dans une mémoire, ils sont X1 jusqu'à X10. Donc, par exemple, MATLAB, c'est load. Hein, je charge ce fichier à partir donc je fais un load d'un fichier, d'accord, à partir d'un fichier. Donc là, c'est la lecture de la donnée. Donc c'est à vous de la manipuler. Alors, mais toujours est-il que ce soit MATLAB ou ici la somme ou pas, vous avez toujours dans ce cas de figure, si vous faites une addition, vous mettez d'abord l'étiquette addition à 0 et à partir de ce moment, vous allez faire la somme. La somme, elle est toujours initialisable à 0, puis il est initialisable à 1, puisque c'est l'élément